Bien, bonjour. Des gens de mon équipe ont participé à différents programmes du ministère de l'Environnement en sciences humaines, notamment un programme qui s'appelait Gouvernance en 2004 et un programme qui s'appelait Politique publique et développement durable rapport rendu en 2006. Dans tous ces programmes de recherche, évidemment, on est resté un petit peu enfermé à l'intérieur des sciences sociales et j'en suis d'ailleurs mécontent parce que voilà maintenant 40 ans, 35 ans, qu'avec un certain nombre de chercheurs, nous plaidons pour l'interdisciplinarité sciences de l'homme et de la société et sciences de la nature quand il s'agit d'étudier ou de travailler sur des territoires ou des écosystèmes comme celui des étangs de berre, et on continue d'avoir du mal. J'aimerais essayer, peut-être en prenant des exemples sur l'étang de berre, mais aussi ailleurs, essayer d'analyser rapidement quelques-unes des causes de la difficulté à mettre en place cette fameuse interdisciplinarité. En fait, je parlerai des héritages, il y a de lourds héritages, à la fois au niveau scientifique, au niveau des représentations sociales et au niveau de la gestion, de lourds héritages qui vont dans le sens de segmentation, je dirais, qui ne favorise pas l'interdisciplinarité nécessaire. C'est vrai que quand Philippe Picon tout à l'heure a introduit le colloque, il nous a parlé de quelques problèmes qui affectaient l'étang de berre actuellement, l'eutrophisation, la contamination chimique et la variabilité hydrologique des eaux de l'étang. En fait, c'est vrai qu'un sociologue n'a rien à faire avec l'eutrophisation ou la contamination chimique, normalement. Ceci dit, quand il a continué son intervention, et il nous a dit que par rapport à ces problèmes, il y avait des mobilisations associatives, qu'il y avait des pêcheurs, des riverains, des élus locaux et un État qui essayaient de s'occuper de ça. Et c'est à partir de là que je considère que l'on est bien au cœur de ce qu'on appelle l'environnement comme question ou comme problème. Beaucoup de gens, dans le sens commun d'ailleurs, on entend souvent parler de l'environnement comme un objet concret. Ce n'est pas du tout mon objet scientifique. L'environnement comme objet scientifique, c'est un questionnement sur le rapport homme-nature. En fait, il y a une sorte de prise de conscience que les humains interviennent sur des processus naturels, que ces interventions ont des conséquences le plus souvent jugées négatives et que l'on cherche des connaissances de façon à agir. On a là à peu près tout. On a la question du rapport homme-nature, la question des valeurs et des représentations, puisqu'on juge que c'est pas bon, la plupart du temps maintenant. D'ailleurs, l'eutrophisation, c'est pas bon. La contamination chimique non plus, le réchauffement planétaire non plus, etc. Et donc, il va falloir développer des connaissances, donc appel aux scientifiques, pour les corriger, et donc appel à l'action. Au fond, pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, le schéma que je viens de vous dire, en fait, la plupart du temps, ça ne marche pas. La preuve, vous avez moi, je travaille sur le plan Rhône aussi, 40 ans après la création des agences de l'eau, on apprend qu'il y a des pollutions au PCB. Enfin, vous avez tout le temps quelque chose qui vient nous dire qu'au fond, les choses n'avancent pas si bien que ça. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des héritages un peu lourds, je crois que sur le plan scientifique, l'héritage le plus lourd, qui a eu son intérêt pendant 200 ans quand même, c'est l'héritage de la modernité et de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'est elle qui a, en gros, présidé aux segmentations disciplinaires qui nous causent tant de problèmes aujourd'hui. Par exemple, la séparation entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme et de la société. Pourquoi ?
il faut reconnaître que pour eux, expliquer le sort de l'humanité ou des humains ou des sociétés par des causes naturelles ou surnaturelles, c'était évacuer les problèmes. Et évidemment, il y avait toujours confusion, sous l'Ancien Régime notamment, entre le naturel et le surnaturel. Et la philosophie des Lumières nous a quand même appris que les problèmes sociaux que pouvaient rencontrer les humains avaient des causes sociales, et non pas des causes naturelles ou surnaturelles. Par exemple, s'il y avait des famines, c'était dû à un ordre social inégalitaire. Et donc il y avait toujours quelque chose qui nous a amené à prendre en compte scientifiquement le fait qu'un fait social s'explique par un autre fait social. Sinon, on va chercher des excuses. Alors évidemment, on cherchait des excuses, puisque la monarchie absolue jouait là-dessus. Quand il y avait des catastrophes naturelles, tous les historiens vous diront qu'on faisait des processions, on avait des explications pré-scientifiques, c'était que Dieu nous en voulait parce qu'on avait péché. Ab ira tua liberanos domine. Moi, j'ai fait, quand j'étais enfant, des processions d'irrogation où on se promenait dans les champs pour éviter les fléaux. Moi, j'ai encore fait ça dans les années 50, quand j'étais petit. Et donc, cette pré-scientificité était quand même toujours en fonctionnement dans une société dite scientifique. Et donc, avec les Lumières, les hommes deviennent acteurs de leur destin. Toute recherche de causes naturelles ou surnaturelles à leur destin est exclue parce qu'irrationnelle. À partir de là, les sciences de la nature vont travailler dans leur coin, les sciences de l'homme et de la société vont travailler dans le leur. Et quand j'ai appris la sociologie, j'ai été élevé dans cet état d'esprit, et qui continue. Souvent, beaucoup de gens me disent oui, il n'y a pas assez de sciences sociales ou de sciences humaines dans les problématiques environnementales. Alors, au début, on disait, ouais, mais c'est parce que les gens des sciences de la vie ou des sciences de l'univers ne nous aiment pas. C'est vrai, il y a eu à une époque cette espèce d'angoisse de ne pas être aimé. Mais en fait, ce sont plutôt les sciences de l'homme et de la société qui ne s'intéressent absolument pas et qui ne font pas l'effort de modifier leur paradigme de façon à pouvoir rentrer dans ces questions-là. Je pense que les philosophes des Lumières avaient raison en excluant la nature des sciences de l'homme. C'était nécessaire à cette époque, parce que grâce à ça, on a fabriqué des démocraties et on a fabriqué de la rationalité. Aujourd'hui, avec l'apparition de la question environnementale, je crois que cette segmentation doit cesser. Je crois qu'on peut, et il y a beaucoup de sociologues qui travaillent, comme Bruno Latour, qui réintroduisent les non-humains dans l'analyse d'un certain nombre de processus sociaux ou politiques. Les rapports, vous savez qu'en sociologie, il y a des théories interactionnistes qui nous disent que ce sont les rapports entre les individus qui produisent des traits culturels, des façons de penser, de sentir et d'agir. Maintenant, on peut, sans que ce soit un péché, dire aussi que nos rapports aux choses, que nos rapports à la nature, que les rapports entre humains et objets naturels sont aussi des producteurs de nature et de traits culturels. La preuve en est que sur les temps de Baire, le rapport à la nature influe très largement, je crois, sur les représentations dominantes que l'on a aujourd'hui, et y compris dans les tentatives de réhabilitation de l'étang. Avec Descartes, parce que, parlons des origines encore, l'homme doit être maître et possesseur de la nature. Pendant des années, il a été extrêmement bien vu d'éliminer par exemple, que les pêcheurs soient éliminés de l'étang de Baire au profit de la pétrochimie, c'était tout à fait normal. Je ne résiste pas et donc, le rapport homme-nature, c'est-à-dire artificialiser un milieu naturel, va, pendant un certain temps, être chargé de valeurs positives dans la société,
alors qu'aujourd'hui c'est chargé de valeurs négatives.